Bonjour à toutes, bonjour à tous. Au micro, je suis Emerida Poinsoton. Bienvenue sur votre émission Tribune Hebdo. En studio avec moi, deux invités, Aristide Kanoussou, journaliste freelance, et Christian Ganjo de la rédaction de Radio Bénin. Chers invités, bonjour. Bonjour Emerida, bonjour à tous. Alors, nous démarrons par la politique, élection générale de 2026 au Bénin. Ce qui se dessine pour l'instant, c'est que l'opposition avance un rang dispersé, ce qui risque de les fragiliser davantage. Aristide ? Oui, je pense que les partis politiques de l'opposition évoluent en quelque sorte en rang dispersé, pendant que les partis de la mouvance s'organisent de mieux en mieux. C'est vrai que pendant longtemps, le suspense pour ce qui concerne les élections présidentielles a été maintenu, mais depuis hier, je pense qu'on a rompu définitivement ce suspense avec l'annonce de la candidature de Daniel Eda. Certes, il n'est pas membre d'un parti politique, il n'est pas porteur non plus pour l'instant d'un parti politique. C'est un mouvement politique. Et le code électoral ne donne pas d'ouverture non plus sur des candidatures indépendantes, ce qui nous laisse déjà déduire la suite de cette candidature. Mais tout au moins, ça nous permet d'ouvrir définitivement le débat. Et nous avons 11 partis politiques et Christian Ganjo a commencé par énumérer au moins 5 partis politiques de l'opposition, notamment NFN, LD, FCBE, JSA et RE. Mais quand on regarde au fond, on sait que RE est dans une résistance qui ne dit pas son nom. Et moi, je me surprends même d'ailleurs que son parti figure encore dans la liste des partis existants, parce que selon le code électoral, si vous manquez à 2 élections successives, on vous radie de la liste de ces partis qui ont une existence légale. Bon, aujourd'hui, c'est un parti cité encore parmi les partis existants, d'accord. Il fait son travail comme cela se doit, ça participe de la vitalité de la démocratie, mais les autres, qu'est-ce qu'ils font pour se mettre ensemble? Le seul baromètre qui nous a permis d'évaluer leur capacité de se mettre ensemble, ils ont éclaté ça en quelques jours, c'est le comité de pilotage de l'audit du fichier électoral, puisque il a fallu qu'on les jette à la figure quelques millions pour qu'ils commencent déjà par se discutailler. Bon, qui m'en excuse, c'est le fort des partis politiques de l'opposition en Afrique qui sont incapables justement de mettre de côté leur ego, leur intérêt personnel pour pouvoir penser développement, une vision prospective du pays. Donc j'estime que oui, ça ne peut pas les favoriser, ça ne peut pas les avantager dans un contexte pareil. Et peut-être quand on ira dans le fond du sujet, on va aborder les autres aspects de la question. Et nous parlons donc là de l'opposition dans le camp d'en face. On a l'impression qu'il y a quand même une organisation plus ou moins plus soutenue, Aristide. Oui, naturellement, il y a une organisation plus soutenue et cela émane justement de la discipline de groupe imposée par le chef de l'État, le président Patrice Talon. Qu'on le veuille ou non, il est le maître d'orchestre de toute cette transaction. Et d'ailleurs, vous allez remarquer que le code électoral joue beaucoup et les partis de l'opposition sont obligés même à un moment donné de suivre le rythme. Sinon, jusqu'ici, on aurait déjà eu quand même, ne serait-ce que la candidature du Parti Les Démocrates, qui est le parti d'un ancien chef d'État qui se réclame le principal parti de l'opposition. En tout cas, c'est ce qu'il revendique. Et donc, ça veut dire qu'il y a une certaine discipline qui s'impose au niveau de la mouvance et qui a même des ramifications au sein de l'opposition. Et ça, c'est à l'actif justement de la réforme du système partisan implémenté par le chef de l'État. Puisque de par le passé, vous savez qu'à l'heure actuelle, ce serait déjà les marchandages politiques. On serait déjà en train d'escroquer la voix de la population. Donc voilà comment le contexte politique s'animait à ces périodes-là. C'est pourquoi il y a beaucoup d'acteurs politiques aujourd'hui qui se tournent les pouces parce qu'ils n'ont plus suffisamment de ressources comme de par le passé. Donc cette discipline de groupe, ça se remarque très aisément, mais on ne peut pas interpréter ça comme certains sous forme d'un processus pour vicier le climat politique. Pour moi, j'observe l'angle positif de la chose. Ça nous permet d'assainir le milieu politique, de savoir ceux qui portent des visions et ceux qui sont des commerçants politiques. Aujourd'hui, ce ne sont que ceux qui portent des convictions et des visions qui sont sur le terrain et qui sont encore debout. Et ce n'est que leur conviction qui puisse les sauver justement dans l'arène politique. Parce que le peuple n'est plus dupe. On ne peut plus continuer indéfiniment par manipuler l'opinion. On ne peut plus continuer indéfiniment par se servir des jeunes comme des bétails électoraux. Et c'est cela que cette réforme est venue corriger. Même si il y a à des moments donnés des couacs qu'on peut relever, je pense que le plus important, et d'ailleurs aucune œuvre humaine n'est parfaite, il y a forcément des points d'imperfection à corriger, mais
il faut retenir que l'essentiel, c'est que le milieu politique soit assaini et qu'on tourne d'autres définitivement à cette pagaille politique qu'on observe souvent en période électorale. Je ne suis pas contre l'idée selon laquelle il y a des choses que l'opposition doit défendre actuellement. Par exemple, dans leur dernière sortie politique, ils ont cité environ 4 articles. Ils ont cité l'article 17 nouveau qui parle des nouveaux majeurs. Et je me dis, quel que soit le régime qui est là, par rapport à cet article, quel que soit le positionnement, l'acrobatie qu'ils vont faire, il y aura forcément un problème. Parce que ce n'est pas le jour de l'élection qu'on va sortir les nouveaux majeurs qui iront aux élections. Donc on doit sortir ça forcément avant. Et donc tous ceux qui auront l'âge de voter le jour de l'élection seront forcément marginalisés. Donc c'est une façon de dire qu'il y aura forcément des couacs à ce niveau. Et c'est vrai que c'est fondé leur réclamation, mais chaque régime avec sa façon de voir. Ils ont parlé par exemple de l'article 41 nouveau qui parle de quitus fiscal. Nous sommes unanimes sur le fait que la Direction générale des impôts a failli à des moments donnés dans la célérité pour la délivrance des documents. Mais en même temps, on ne peut pas se cacher derrière ça pour ne pas répondre à ces obligations fiscales. C'est très important. Maintenant, ils ont parlé de l'article 66 nouveau qui parle des membres des bureaux de vote. Ils sont même allés jusqu'à dire qu'il faut que les partis politiques aient aussi leurs représentants dans les membres des bureaux de vote. C'est comme si on veut politiser même le rôle de la Sénat. Parce que le président du Conseil électoral a été clair par rapport à ça. Ce n'est pas normal. On ne peut pas politiser le rôle de la Sénat dans une élection. On peut aller sur la question de parrainage. On m'a dit que le pourcentage est un peu élevé et tout. Nous sommes d'accord. Mais dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut que l'opposition soit unie. Au moins, ils sont 5 sur 4 de la mouvance. Au moins. Parce qu'il y a 3 autres qui ne se sont pas déclarés ni de l'opposition ni de la mouvance, MPL, PFR et libéral. Mais nous savons que MPL est toujours dans les réunions politiques de l'opposition. Nous savons aussi que le libéral, avant de faire toutes les acrobaties qu'on a eues, on le voyait à côté de l'opposition. Il a soutenu un certain nombre de positions. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'ils ont même plus de chances d'être solides. Ils se mettaient ensemble. Voilà, et de réussir dans ce qu'ils sont en train de dire par rapport au pourcentage et autres, que de traverser ce challenge. Voilà. Il ne peut pas avoir des parrains chez ces partis que vous avez cités. Bien sûr, il y a FCBE qui est là, qui est un parti de l'opposition. Mais ils nous ont dit que lors de l'élection de 2023, FCBE n'a pas pu avoir 10%. Mais ce n'est pas une raison. Ce n'est pas parce qu'en 2023, je n'ai pas eu 10% qu'en 2026, je ne peux pas avoir 10%. En 2026, je n'aurai pas le même âge. Ça fait 2 ans de plus. Donc, quelque part, ils ont eu le temps de travailler, l'âge a augmenté, et donc, ils ont plus de force. Il y a également cette guéguerre entre démocrates et FCBE. Et FCBE, tout à fait. Et qui a été... pense que FCBE n'est pas suffisamment de l'opposition. Voilà, mais qui a été exacerbé suffisamment récemment par la démission de Alain Adiou du FCBE. Donc je pense que oui, il y a de ces problèmes-là qui les empêchent de rester ensemble pour régler le problème, surtout quand on va sur l'article 146 nouveau qui parle de seuil de l'éligibilité de 20% des séquences électorales. Donc voilà autant de problèmes qui sont pertinents, mais la solution est à leur portée. Alors, nous allons changer de sujet. Visite des ministres conseillers au marché de Creux à Kassato, dans la commune d'Abomey-Calavi. Arrêté le marché de Gros, un nouveau pôle de développement pour la commune d'Abomey-Calavi et même bien au-delà. Bien sûr, au-delà du Bénin. Et je suis parfaitement d'accord avec Christian Ganjo quand il parle indirectement de la normocommunication qui a totalement englouti les efforts du gouvernement en place, parce que la normocommunication, c'est cette stratégie qui consiste à faire parler les réalisations d'elles-mêmes au lieu de parler des réalisations, ce qui n'a pas été une stratégie fructueuse. Et ils ont compris. Et les ministres conseillers aujourd'hui sont obligés d'être au four au moulin pour révéler toutes ces actions-là. Il faut aller maintenant interroger le fond même. Est-ce que ce n'est pas une stratégie? On a pris le temps de réaliser et puis bon, maintenant on dévoile. Non mais dans le premier quinquennat du président Patrice Talon, il y a eu suffisamment de réalisations, mais ils n'ont pas communiqué autour. Et dans le deuxième quinquennat, moi j'ai même l'impression qu'ils ont fait moins dans le deuxième quinquennat que dans le premier quinquennat. Mais de toutes les façons, le plus important c'est qu'on soit en train de les révéler. Et c'est très important. Maintenant, il faut aller puiser dans la source de cette réalisation dont nous parlons et qui révèle le Bénin au-delà de la sous-région. Au fait, c'était annoncé depuis 2018 que cette réalisation allait être faite dans Topa, allait être déplacée. Mais malgré ça, les gens n'y ont pas cru. Malgré que ça a été annoncé en Conseil des ministres, ça fait 7 ans aujourd'hui. Alors, donc, après ça, il y a une enquête de l'UNICEF qui a été réalisée, je pense, en 2008, qui a révélé que 34% de nos enfants font l'objet de l'exploitation économique dans nos marchés. Le travail des enfants. Le travail des enfants. Et quelques années plus tard, c'est-à-dire en 2014, une nouvelle étude a révélé que ce taux a augmenté, allé jusqu'à 52%, le travail des enfants dans nos marchés. Maintenant, quand on finit de dire ça, entre 2015 et 2021, 6 ans seulement, on a eu 3 grands incendies.
il y a l'incendie de 2018 qui a embrasé plus de 4000 mètres carrés et des millions de francs CFA de marchandises. Le gouvernement a été obligé de débourser 250 millions pour compenser ces sinistres-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, il faut penser autrement dans Tokpa. Même si dans Tokpa a, disons, une portée historique, culturelle et tout, il faut repenser dans Tokpa. Tout a été séparé. Il y a le stade de l'amitié qui va être ceinturé par 1000 boutiques et ces 1000 boutiques seront animées par le commerce de nobles, les chaussures, les bijoux et autres. Et les vivriers sont dans le marché de gros. Mais ça fait 96 portes d'entrée sur le seul marché de gros. Et c'est 168 hectares qui fait 6 fois la superficie de Nantokpa actuellement. Et en dehors de l'installation moderne pour sapeurs-pompiers, des détections d'incendie, des panneaux photovoltaïques, il y a aussi des caméras au niveau de tous ces... Pour la sécurité. Pour la sécurité. Donc j'estime que nos mamans, nos soeurs n'auront plus de problèmes d'espace. Et vous savez que Nantokpa était la source d'insécurité, problèmes d'hygiène, problèmes environnementaux, de mobilité, de pollution, tout ce qu'il y a comme problème. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il n'a pas lieu d'applaudir ce genre de choses? Maintenant, qu'est-ce qui fait que malgré cette grande réalisation, on n'entend pas souvent parler? Moi, il a fallu que je participe à quelques 2 tournées pour me rendre compte que même au fin fond du Bénin, il y a des réalisations qui sont faites et que le citoyen lambda, même étant journaliste, je n'étais pas informé. Alors, qu'est-ce qui est à la base? Il y a un problème de communication. Il va falloir communiquer suffisamment pour que les gens comprennent l'importance de ces réalisations et la portée que cela a pour l'intérêt commun, l'intérêt général. L'intérêt commun, l'intérêt général.